Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Nantel. Dans la dernière vidéo, on a vu qu'au cours du dernier quart de millénaire, les Canadiens anglais avaient abusé du pouvoir acquis lors de la conquête pour faire payer aux Québécois une grande partie de leurs dépenses de développement. Après 1760, le peuple québécois était complètement sans défense. Il était démoralisé par la conquête, il avait été abandonné par la France, il était dominé par la plus grande puissance de l'heure et encerclé à 25 contre 1 par 1,5 million d'anglophones. Au début, pour défendre leurs intérêts, les Québécois ont simplement adopté la politique du poids mort, c'est-à-dire qu'ils s'opposaient passivement à toutes les tentatives de développement du Canada anglais vers l'ouest. Par la suite, ils ont découvert intuitivement une autre façon de défendre leurs intérêts, c'est-à-dire en s'appuyant sur la géographie, de façon à développer l'axe nord-sud qui menait aux États-Unis et qui était perpendiculaire à l'axe est-ouest développé par le Canada anglais. Il s'agissait d'une stratégie lente, mais particulièrement efficace, parce qu'on peut dépenser la quantité d'énergie qu'on veut pour vaincre la géographie. Celle-ci finit toujours par orienter le développement et l'histoire d'un peuple. C'est un peu comme à la roulette au casino. Le croupier peut lancer la bille avec la force qu'il veut. Lorsque l'énergie de la bille s'est épuisée, elle se retrouve dans le fond de la cuvette. C'est exactement la même chose avec les êtres humains. Au Québec, l'énergie qu'on a utilisée pour nuire aux Québécois provenait bien sûr de tout ce qu'on leur volait, mais il provenait également de l'immigration massive dont le Canada anglais s'est servi depuis 250 ans pour garder le Québec en déséquilibre. Au cours de son histoire, le Québec lui-même a reçu 4 grandes vagues de peuplement. Chacune de ces vagues a donné naissance à une population distincte, avec une origine distincte et qui habite un territoire particulier. Ces 4 populations sont les Amérindiens, les francophones, les anglophones, les allophones ou, si on veut, les immigrants. Pour la plupart, les Amérindiens sont les descendants des Asiatiques qui sont venus vivre en Amérique au cours de la préhistoire en passant par le détroit de Bering. Ils sont distribués partout sur le territoire québécois et sont caractérisés par leur très petit nombre. Ils sont tellement peu nombreux qu'en 2 ans, le Québec reçoit presque autant d'immigrants qu'il y a d'Autochtones au Québec. Cette faiblesse démographique semble définitive, étant donné que les Amérindiens sont sur le point de vivre un 2e effondrement démographique. En effet, aux États-Unis, les Autochtones représentent un des groupes ethniques qui a le plus bas taux de natalité. Or, cette mode de dénatalité est en train d'arriver au Québec, ce qui fait que, à cause de leur dispersion et de leur petit nombre, les aborigènes de nos jours sont devenus beaucoup plus un argument politique qu'une force avec laquelle il faut compter. La deuxième population qui habite le Québec, c'est bien sûr les francophones qui descendent des Français de la Nouvelle-France. Eux aussi occupent la totalité du territoire québécois, mais ils sont proportionnellement très nombreux sur la rive nord du Saint-Laurent, qui représente leur territoire d'origine, celui où s'est développé au début la Nouvelle-France. La rive nord du Saint-Laurent, l'implantation des Québécois est tellement forte sur la rive nord du Saint-Laurent que jamais personne n'a songé à leur contester la propriété de ce territoire. La troisième population qui habite au Québec, ce sont les anglophones. C'est une population relativement riche, vieillie et en déclin. Pendant très longtemps, les Anglo-Québécois ont reçu beaucoup de sang neuf en provenance de l'Angleterre et de l'Europe, mais ce bassin de population est maintenant épuisé, étant donné que l'Europe a vécu depuis très longtemps ses révolutions industrielles et démographiques. De nos jours, les anglophones sont en train de terminer leur grand mouvement historique d'est en ouest le long de l'axe Saint-Laurent-Grand Lac, étant donné que s'ils étaient très nombreux à Québec et dans les cantons de l'Est au 19e siècle, ils sont aujourd'hui très majoritairement concentrés dans l'extrême sud-ouest du Québec, c'est-à-dire dans le West Island montréalais et dans une moindre mesure dans l'Outaouais. Très clairement, cette population-là est en train de quitter le Québec. La 4e population qui habite le Québec, c'est bien sûr les immigrants récents. Il s'agit d'une population jeune, instruite et relativement mobile qui est installée très majoritairement dans la région de Montréal, c'est-à-dire à 2 pas de la Transcanadienne et de l'aéroport de Dorval. Les immigrants donnent souvent l'impression d'avoir constamment le pied à l'étrier et d'être prêts à repartir au premier signal vers des territoires encore plus riches. S'ils sont de plus en plus nombreux depuis quelques années, c'est parce qu'ils reçoivent constamment des apports en provenance des pays de notre ancien tiers-monde. Or,
Ce bassin démographique également va bientôt s'épuiser, étant donné que toutes les statistiques à notre disposition montrent que les écarts de richesse et surtout de natalité entre les pays du tiers-monde et le Québec sont en train de s'amenuiser, de s'annuler et peut-être même de s'inverser. On n'a qu'à penser à ce qui se passe en Chine et dans toute l'Asie orientale. La chose la plus intéressante concernant les immigrants, c'est leur stratégie d'enrichissement, parce qu'elle a une base individualiste. Chez les immigrants, c'est du chacun pour soi. S'il y a des nationalismes autochtones, québécois et anglo-canadiens, il n'y a pas de nationalisme allophone. Chez les immigrants, chacun essaie de déterminer qui des deux groupes, francophones ou anglophones, va finir par dominer le Québec. Or, à ce point de vue, le jugement des allophones est sans équivoque. Si, il y a 50 ans, très peu d'entre eux se joignaient à nous, de nos jours, 50% le font, ce qui montre qu'à long terme, les francophones vont finir par reprendre le complet contrôle du Québec. Une génération après la fin de l'immigration, le Québec et Montréal vont redevenir massivement français. Autrement dit, la moitié des immigrants qui décident présentement de se joindre aux Anglo-Québécois vont simplement les accompagner dans leur sortie du Québec. Comme le corps étranger qu'ils représentent, ils vont finir par être expulsés du corps social par les puissants anticorps sociaux dont les Québécois se sont dotés au cours des derniers siècles pour se défendre. Quant à la deuxième moitié des immigrants qui ont décidé de joindre à nous, ils vont simplement se dissoudre dans la population, exactement comme l'ont fait autrefois nos ancêtres aborigènes, écossais et irlandais. Cette inversion de puissance en faveur des francophones va être puissamment aidée par le fait qu'au Québec, les axes géopolitiques sont en train de basculer de façon définitive. Comme on va le montrer, si l'axe nord-sud du commerce, qui est contrôlé par les Québécois, prend de plus en plus d'importance par rapport à l'axe est-ouest contrôlé par le Canada anglais, cet axe est-ouest lui-même est en train de s'inverser complètement pour devenir un axe ouest-est d'exportation qui suit les axes naturels imposés par la géographie. On va maintenant voir cela de plus en détail. Comme on l'a montré dans la vidéo 23, les Québécois ont été complètement immobilisés par la conquête de 1760, surtout à cause de l'expulsion de leurs élites qui les a privés de la partie marchande et donc mobile de leur population. Comme les Québécois savaient que leurs envahisseurs allaient les voler à tour de bras, ils se sont arrangés pour au moins ne pas les aider à augmenter en nombre. Ils ont commencé par se replier sur leur paroisse rurale, où ils ont augmenté leur cohésion sociale avec le catholicisme qui s'opposait à la religion anglicane des conquérants. Par la suite, ils allaient apprendre à utiliser la langue française pour s'opposer à la langue anglaise. Comme ils étaient solidement retranchés dans leur campagne, ils ont laissé faire leur fécondité. Tout alors poussait à la natalité. Le territoire était immense et vide, les Amérindiens étaient en voie d'extinction. Le climat était très salubre, du moins pour des Européens. La technologie était maintenant complètement adaptée au pays. La population comportait une immense majorité de paysans et très peu de classes supérieures qui ont tendance à avoir une natalité plus faible. Le pays était dirigé par des curés qui poussaient constamment pour augmenter le nombre de petits catholiques et il y avait la paix totale. Il y a donc eu une explosion démographique. Devant le bloc impénétrable et qui augmentait en nombre des francophones, les immigrants anglais qui voulaient se rendre à l'ouest pour en exploiter les richesses ont simplement traversé le Québec en l'exploitant au passage pour lui faire payer une partie de leurs dépenses. Autrement dit, les immigrants anglophones ont glissé sur nous comme l'eau sur le dos d'un canard. Évidemment, comme la croissance démographique des Québécois est une des plus fortes au monde, ils ont vite eu fait de surpeupler les basses terres du Saint-Laurent, ce qui les a amenés à essaimer dans toutes les directions pour aller occuper les territoires habitables du Québec. Dans le processus, ils ont fini par supplanter peu à peu les agriculteurs anglais qui étaient installés dans les cantons de l'Est. Évidemment, cette croissance géographique n'est pas parvenue à régler le problème, étant donné qu'une des principales causes de la révolution manquée de 1837, ça a été le manque de terres agricoles dans la vallée du Saint-Laurent. Quand l'armée anglaise a eu noyé dans le sang la révolte de 37,
Les autorités coloniales ont décidé de régler le problème du peuple québécois une fois pour toutes en le noyant, en créant le Canada uni, qui était à majorité anglophone et qui regroupait l'Ontario et le Québec. Les jeunes générations ne sont pas au courant de ça, mais entre 1840 et 1867, le Québec a complètement disparu de la carte politique. Évidemment, cette tentative de génocide a fait long feu, étant donné qu'on est encore là et que nos dirigeants se servaient des assemblées coloniales pour saboter au maximum le développement de l'Ontario. En 1867, les Canadiens anglais ont donc décidé d'abandonner leur tentative de génocide et ils ont recréé le Québec avec ses frontières. C'est dans la deuxième moitié du 19e siècle que les Québécois ont pris conscience des immenses opportunités qui leur étaient offertes par le marché américain qui était tout proche et par la nature cruciale du Québec. C'est-à-dire qu'au Québec se rencontrent l'axe Est-Ouest qui est représenté par le Saint-Laurent et l'axe Nord-Sud qui mène au marché américain et qui passe entre autres par la vallée de l'Hudson. C'est vers les États-Unis qu'ont émigré la majeure partie des Québécois qui ont quitté en masse le Québec entre 1840 et 1930. On parle de la moitié de la population. Tout le monde savait à cette époque-là que l'avenir serait beaucoup plus rose aux États-Unis qu'en restant au Québec ou au Canada anglais, où les Canadiens anglais abusaient de leur pouvoir pour conserver pour eux tous les meilleurs emplois et les meilleurs salaires et pour garder les francophones dans une pauvreté artificielle. À cette époque-là, nos classes supérieures, nos médecins, nos avocats, nos notaires, avaient un niveau économique qui ressemblait à celui de la classe moyenne des anglophones. Il est tout à fait caractéristique que le curé Labelle, à la fin du 19e siècle, quand il a voulu enrayer le départ des Québécois vers l'extérieur du Canada, n'a pas organisé une colonisation vers l'ouest du Canada où il y avait encore des terres disponibles. Il a organisé une colonisation au nord de Montréal, dans les pays d'en haut. Il renforçait lui aussi l'axe nord-sud naissant. Dans la première moitié du 20e siècle, les Québécois ont construit toute une série de ponts à l'est de Montréal, de façon à relier la rive nord du Saint-Laurent, qui était leur territoire d'origine, à la rive sud et éventuellement au marché américain. Il est également frappant que le premier mouvement du Québec moderne, à la Révolution tranquille, a été de créer l'Hydro-Québec, dont le mandat était de construire des barrages dans le nord du Québec pour amener de l'électricité au sud et pour éventuellement en vendre une partie sur le marché américain. Quoi qu'on en ait dit, le projet Mané-Coutard qui a été lancé par René Lévesque n'était pas un projet patriotique. C'était une opération purement économique qui résultait d'un calcul précis des coûts et des bénéfices. C'est au cours de cette période-là, au cours du 20e siècle, que les Québécois ont commencé à déborder très largement au nord des Laurentides pour aller peupler l'Abitibi-Témiscamingue, Fermont, Shefferville et le Nouveau-Québec. Un territoire immense qui était pratiquement vide, étant donné que les Autochtones qui l'habitaient étaient très peu nombreux et très éparpillés, ce qui les empêchait bien sûr de développer ce territoire-là d'une façon industrielle. De nos jours encore, cette population est complètement dépendante du travail des Québécois et des taxes qu'ils paient. Le résultat de tout ça, c'est que le développement du nord québécois s'est fait selon un axe nord-sud et que toutes les routes, les chemins de fer, les lignes électriques descendent vers le sud et qu'on retrouve par exemple aucune route est-ouest en direction de l'Ontario. Le développement dans un sens nord-sud du Québec était tellement naturel et normal qu'il s'est produit exactement la même chose sur les territoires qui sont au nord du Canada de l'Ouest, où les routes sont également dans un sens nord-sud. Quand le gouvernement fédéral a vu que le Québec se développait son Grand Nord, il l'a laissé faire toutes les dépenses de développement et d'infrastructure comme un pays indépendant, alors même qu'il l'obligeait à titre de province à financer avec ses taxes fédérales 25% des dépenses d'infrastructure des territoires qui étaient situés au nord du Canada anglais. Non seulement le fédéral n'a pas aidé le Québec dans le développement de son Grand Nord, mais lui a nuit en faisant alliance avec les Autochtones du Nord québécois pour obtenir le maximum de concessions du Québec.
ce qui fait que de nos jours, les Cris sont une des populations aborigènes les plus riches du Canada, et ça, dans la province la plus pauvre. L'importance croissante des axes nord-sud au Québec est également aidée par le déclin économique de l'Ontario. Dans le passé, l'Ontario représentait le cœur industriel et financier du Canada. C'est parce qu'elle concentrait l'essentiel de son pouvoir économique et politique que le Canada anglais a pu déplacer de Montréal vers Toronto une grande partie de nos industries. Or, cette époque est définitivement terminée pour des raisons absolument fondamentales. Pour commencer, au point de vue géographique, la partie peuplée de l'Ontario fait littéralement bande à part par rapport au reste du Canada. C'est absolument évident sur les cartes. Deuxièmement, la région du lac supérieur représente un véritable désert humain, économique et industriel, étant donné qu'il n'y a à peu près rien entre les prairies et la partie peuplée de l'Ontario. Enfin, l'économie ontarienne, depuis un siècle, s'intègre de plus en plus à l'économie industrielle de la région des Grands Lacs américains. Or, cette région industrielle subit présentement un effondrement spectaculaire. Pour donner un seul exemple, la ville de Détroit, qui possédait 300 000 emplois industriels en 1950, n'en comptait plus que 27 000 en 2012. Buffalo, Cleveland, Détroit sont des villes sinistrées, des villes en banqueroute qui perdent régulièrement de la population. Elles sont en train d'attirer l'ensemble de l'économie ontarienne dans leur déclin. La désindustrialisation de cette partie de l'Amérique, qui se fait au profit des économies de l'Asie, a eu pour conséquence d'amener l'économie canadienne à se réorienter vers la production et l'exportation de matières premières lourdes et encombrantes comme le pétrole, le gaz, le minerai, le bois, la viande, le grain. Ce qui a fait que le vieil axe est-ouest du Canada s'est définitivement inversé pour prendre un sens ouest-est d'exportation qui respecte la pente naturelle du continent, c'est-à-dire que les matières premières lourdes et encombrantes descendent du centre du continent nord-américain et se dirigent vers l'Atlantique en suivant la voie maritime du Saint-Laurent et en passant à travers le Québec. Cette inversion de l'axe est-ouest en axe ouest-est est évident depuis longtemps dans les maritimes, dont le peuplement et les économies sont tournés vers l'Atlantique et vers les États-Unis. C'est de plus en plus évident dans le cas des prairies, où l'ancien entonnoir de peuplement est-ouest, qui partait de Thunder Bay, qui s'ouvrait en éventail vers l'ouest, s'est définitivement inversé de façon à permettre l'exportation des grains et surtout du pétrole vers l'Atlantique en passant par le Québec. Comme ces exportations ne donnent aucune redevance au Québec, les prairies ont besoin du Québec alors que celui-ci n'a absolument pas besoin d'elles. En fait, c'est tout le contraire, étant donné que les compagnies pétrolières de l'Alberta ont bien l'intention de nous refaire le coup du lac mégantic, c'est-à-dire qu'elles vont garder pour elles tous les profits tirés de l'exportation du pétrole, et en cas de catastrophe, elles vont simplement déclarer faillite et laisser les Québécois payer tous les pots cassés. De pareilles aberrations sont tout à fait normales au Canada, étant donné que c'est précisément pour nous faire ce genre de tour, nous jouer ce genre de tour, que les Anglais nous ont envahis à coups de canon. Il est important de comprendre que tout ce que je viens de dire dans la présente vidéo répond à des tendances lourdes de l'histoire et de l'économie de l'Amérique du Nord. Ça n'a absolument rien à voir avec l'évolution des sentiments des Québécois pour ou contre la souveraineté. Ça n'a même rien à voir avec le fait que Lucien Bouchard et Pauline Marois ont eu peur de faire des référendums quand ils en avaient l'occasion. Ça n'a également rien à voir avec le fait que la majorité de la population du Québec descend des Français venus en Nouvelle-France. Tôt ou tard, les habitants du Québec, et ça quelle que soit leur origine, vont finir par comprendre que le pouvoir politique, c'est-à-dire l'accession à la souveraineté, ça servira à organiser l'économie de façon à ce que ces profits tombent dans nos poches à nous et non pas dans les poches du Canada anglais. Pour que la souveraineté du Québec se fasse, deux conditions devront être remplies. D'abord, les Québécois devront se donner des chefs qui n'auront plus peur de faire et surtout de gagner un référendum. Et deuxièmement, il faudra que cesse l'immigration massive dont se sert le Canada anglais pour empêcher les Québécois de défendre leurs intérêts. Or, cet arrêt de l'immigration massive est absolument assuré à relativement court terme, compte tenu de l'immense crise économique qui est en train de mijoter aux États-Unis et qui va finir par nous tomber dessus. Nous en reparlerons dans une prochaine vidéo. Comme toujours, je me fie sur vous pour distribuer largement cette vidéo autour de vous.
Je vous salue.